Elle se contentait de fixer le mur. Mais Docteur Diallo n'abandonna pas. Vous n'êtes pas brisée, Anna. Vous êtes blessée. Mais on soigne les blessures. On les pense, on les écoute. Et parfois, elles disparaissent. Il revint, semaine après semaine. Parfois juste pour parler de la pluie, du vent, d'un poème. Parfois pour écouter son silence. Puis un jour, elle lui posa une question. Pourquoi vous revenez? Je ne parle pas. Il sourit. Parce que vous êtes là. Et c'est suffisant pour moi. Peu à peu, entre eux, naquit quelque chose de plus grand. Une confiance, une amitié. Puis, au fil des saisons, un amour doux, pur, tissé d'admiration, de soin, de patience. Anna recommença à sourire, à se regarder dans un miroir, à rire. Et un matin, quelque chose d'inattendu arriva. Elle était dans sa chambre, tentant de se redresser, comme chaque jour, pour ses exercices de rééducation. Elle sentit une chaleur inhabituelle dans ses jambes. Une légère tension, comme une vibration. Maman, je sens mes orteils bouger, cria-t-elle. Sa mère accourut, le cœur battant. Les jours suivants, les examens confirmèrent ce que les médecins n'osaient croire. La moelle épinière s'était partiellement régénérée. Un miracle rare. Les muscles, endormis depuis tant d'années, répondaient à nouveau, timidement, avec des mois de kinésithérapie, de douleurs, de chutes, de cris, mais aussi d'espoir. Anna réussit, un jour, à se lever. Les mains tremblantes, les jambes vacillantes. Mais debout, elle fondit en larmes. Je marche. Je remarche, Ibrahim, dit-elle au téléphone, la voix chargée d'émotion. Et tu iras plus loin que tu ne l'imagines, mon amour, répondit-il, le souffle court. Sa vie, enfin, commença à fleurir. Elle créa une petite boutique en ligne d'objets artisanaux, faits par des femmes handicapées. Elle donnait même des conférences sur la résilience. Son visage apparaissait dans les journaux locaux. Elle était devenue, sans le vouloir, un symbole de renaissance. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les choses se dégradaient pour Chantal et Thierry. Leur entreprise, autrefois prospère, connut une chute brutale. Mauvaises décisions, concurrence, scandale financier, tout s'effondra. Le couple, autrefois si uni en apparence, commença à se déchirer. Si tu avais pu me donner un enfant, peut-être que j'aurais tenu bon, cria un soir Thierry, brisé. Tu oses me blâmer pour ça, après tout ce qu'on a construit? Répondit Chantal, furieuse. Les disputes devenaient quotidiennes. L'amour s'était transformé en rancune. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, perdus dans une ville qui ne voulait plus d'eux. Finalement, à court d'options, ils décidèrent Marc de rentrer au pays, discrets, effacés, comme deux fugitifs fuyant leur propre vie. Mais personne ne les attendait. Ils n'étaient plus les étoiles brillantes qu'ils avaient cru être. Le monde les avait oubliés. Pendant ce temps, au centre communautaire d'Anna, on célébrait un anniversaire. Celui de la guérison, de l'amour retrouvé, de la force d'une femme que la vie avait tenté de briser, mais qui avait appris à marcher de nouveau, debout, de retour au pays, brisé, sans enfant, ni fortune. Chantal s'attendait à retrouver un peu de calme, au moins dans l'anonymat. Mais à peine avait-elle posé ses valises qu'un événement lui coupa le souffle. Un reportage à la télévision nationale en prime time. C'était une émission sur les femmes résilientes, celles qui avaient su transformer la douleur en lumière. Sur l'écran, radieuse dans une robe couleur émeraude, un micro à la main, se tenait Anna. Son sourire serein et doux contrastait fortement avec les souvenirs douloureux que Chantal gardait d'elle. Une silhouette fragile, le visage abattu, roulée dans les escaliers du grand immeuble où s'était tenu son mariage volé. Elle a survécu à la trahison, à la paralysie, à l'oubli. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de l'initiative Femmes Debout et elle emploie plus de 40 jeunes femmes en situation de handicap.
est aussi ambassadrice de l'ONU pour la résilience féminine. Chantal sentit un feu glacial se répandre dans son ventre. Non, ce n'est pas possible. Ce destin, c'était le mien. Elle éteignit la télé violemment, les mains tremblantes. Les souvenirs de son passage chez le féticheur, 10 ans plus tôt, lui revinrent comme un ouragan. Elle décida de retourner chez lui, cette fois sans élégance ni discrétion. Les habits froissés, les traits tirés, la démarche nerveuse. Elle poussa la porte du vieux sanctuaire, qui empestait l'encens brûlé et la terre humide. Le féticheur la regarda sans surprise. « Tu es revenu, dit-il simplement. Oui, je veux comprendre. J'avais tout, et maintenant je n'ai plus rien. J'ai suivi tes instructions, j'ai volé son destin, et pourtant, regarde-moi, regarde-la. Elle brille, elle marche, elle sourit. Pourquoi moi je tombe? » Il s'installa lentement, caressant sa barbe grisonnante. Il alluma une chandelle, murmura quelques mots dans une langue oubliée, puis leva enfin les yeux. Le destin que tu as volé à Anna n'était pas éternel. Il était marqué pour briller 10 années. Après, l'étoile pâlissait. Et c'est ce qui arrive. Et mon vrai destin, celui que j'ai abandonné, demanda Chantal d'une voix hésitante. Le féticheur la fixa longuement. Ton véritable destin, il fleurit maintenant. Il était destiné à porter ses fruits après 10 ans. Tu as échangé une moisson tardive contre un feu de paille. Le silence s'abattit dans la pièce. Chantal, le regard écarquillé, se leva brusquement. Alors je veux le reprendre. Je veux récupérer mon destin. Le féticheur Cello secoua la tête. Ce que tu as fait est sans retour. Le sort que nous avons scellé est irréversible. Tu as brisé ton propre fil pour en tresser un autre. Et aujourd'hui, il s'effiloche. Mais Chantal refusa d'accepter. Elle le traita de menteur, de sorcier.